Bonjour à tous, merci. Donc, je m'appelle Cécile Dijoux, je vais parler des réseaux sociaux d'entreprise, ou plutôt de la technologie des logiciels sociaux et du frein qu'on rencontre en fait à leur adoption dans les entreprises françaises. Alors rapidement, j'écris depuis 5 ans sur un blog qui s'appelle Hypertextual, un blog à l'intersection de deux sujets, comme on vous l'a dit. D'une part, la culture des organisations. Qu'est-ce qui fait qu'on travaille de telle manière dans telle organisation et puis de telle autre manière dans telle autre organisation? Donc cette culture des organisations et puis le management. Et puis un autre sujet qui est le web 2.0, le web collaboratif et toutes ces nouvelles technologies collaboratives qui ont émergé ces 10 dernières années. Donc à l'intersection de ces deux sujets, on a ce qu'on appelle l'entreprise 2.0 qui a été théorisée par ce gentleman qui s'appelle Andrew McAfee, qui est directeur de recherche au MIT et qui enseigne à Harvard Business School. Et qui dit entreprise 2.0, c'est quoi? C'est l'utilisation de plateformes émergentes, de logiciels sociaux dans le but d'atteindre des objectifs de performance économique. Voilà, donc c'est un sujet qui a fait sur lequel on a pas mal écrit et pas mal réfléchi depuis ces dernières années. On parle aussi de social business, une définition avec laquelle je suis un petit peu moins à l'aise, mais on parle beaucoup de social business aussi. Alors, de quoi parle-t-on? Ça serait dommage. Voilà. On parle d'outils tels que les blogs, les wikis, les profils enrichis. Pour l'entreprise, on ne va pas parler de réseaux sociaux, on va parler de profils enrichis. On parle aussi de forums, de vidéo streaming, de microblogging. Tous ces outils qui peuvent être déployés suivant dans différentes zones de déploiement. En fait, ça peut être déployé simplement sur l'intranet pour les employés de l'organisation, les collaborateurs qui peuvent échanger grâce à ces outils un certain nombre d'informations. Ça peut être déployé au niveau de l'extranet pour tout ce qui est supplier, partenaire, etc. Ça peut être déployé aussi sur l'Internet public et puis enfin sur les réseaux sociaux publics. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus la dynamique organisationnelle et ce sont les deux premiers cercles, intranet et extranet. Et alors on parle de technologie de rupture, on va dire les choses de manière un petit peu abrupte. Certaines personnes tendent à dire non, mais en fait ce sont juste de nouveaux outils de communication, non, ce sont de vrais outils de rupture. Et donc ça c'est un universitaire américain qui s'appelle Clay Shirky qui explique ça très bien. Donc je précise que la coupe de cheveux n'est pas un prérequis pour s'intéresser au sujet. Donc on parle de technologie de rupture, pourquoi? Parce que en fait c'est la première fois qu'on dispose d'outils qui sont de type many-to-many. Jusqu'à présent, les outils de communication, ils étaient one-to-one, le téléphone, le télégraphe, un émetteur, un récepteur. Ils pouvaient être one-to-many, les outils de diffusion, radio, télévision, un émetteur, plusieurs récepteurs. Et là, pour la première fois, on se retrouve avec des outils qui sont many-to-many, plusieurs émetteurs, plusieurs récepteurs. Et ça, c'est une nature profondément disruptive, comme disent les Anglais, et qui va changer complètement la dynamique de la communication au sein de l'organisation. Et le deuxième élément qui est très important avec ces outils, c'est qu'ils héritent en fait d'une sorte de filiation importante, dont on pourrait dire, au premier rang desquels il y avait le logiciel open source, puis les méthodes agiles, dont Esther Derby a si bien parlé précédemment, et enfin donc les plateformes de logiciels sociaux, c'est un petit peu la même filiation, et lorsqu'on regarde l'essence même de cette filiation, c'est ce que le sociologue américain Richard Florida appelle le creative ethos. Et le creative ethos, c'est quoi? C'est la rencontre à la fin des années 60, d'une part de la contre-culture californienne, et d'autre part de ce que Max Weber appelle l'éthique de travail protestante. Donc on ne se demande plus pourquoi la Silicon Valley est à cet endroit. C'est parce que c'est vraiment le point de rencontre, l'intersection de ces deux cultures. Et c'est vraiment l'essence de la culture de ces outils. Et dans son ouvrage de Rise of the Creative Class, il parle de valeurs fortes au niveau de cette culture. Premier rang desquels, on retrouve la méritocratie, donc dans la communauté de ces outils, qui développent ces outils, la reconnaissance dont on jouit est directement liée à notre contribution. Elle n'est pas liée à notre marque de voiture, à nos activités du week-end, elle est vraiment liée à la contribution à la communauté. Le deuxième point, c'est le pragmatisme. On dit souvent « ideas are cheap » dans ces communautés-là. Les idées, oui, c'est facile d'en avoir, mais il faut les implémenter, il faut les faire marcher, et une fois qu'elles marcheront, on sera capable de les juger, les idées. Donc il y a cette très forte notion de pragmatisme. De simplicité aussi. On est, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on est absolument stupéfait par le nombre d'innovations qui sont apparues ces 5-6 dernières années. Mais en fait, ce qui est plus intéressant, ce n'est pas tant le nombre d'innovations, c'est comme ces innovations ont massivement été adoptées, en fait. C'est vraiment ça qui est important. Et si elles ont été aussi massivement adoptées, c'est en grande partie en raison de leur simplicité. Il est facile d'utiliser ces nouveaux outils.
ma mère qui n'a jamais eu un ordinateur organise ses week-ends à la montagne avec ses amis sur Facebook. C'est quelque chose qui aurait été impossible avec un ERP, clairement. Voilà. Et donc, une quatrième valeur qui est très importante, c'est celle de la transparence. Donc, on communique de manière complètement transparente au sein de ces communautés sur ce qu'on a fait bien, ce qu'on a fait mal aussi. On reconnaît plus facilement ses erreurs. Et cette notion de transparence est directement liée avec une culture de ce que j'appelle un petit peu une culture vertueuse, en fait, de ces organisations. Puis enfin, le cinquième point, qui est très, très prononcé dans ces communautés, c'est celui de l'entrepreneurship. Et l'entrepreneurship, aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de créer un business et de le mettre en ligne avec potentiellement des centaines de millions de clients. La barrière d'entrée aujourd'hui est vraiment très très faible. Et cette notion d'entrepreneurship est très très forte. Donc voilà les 5 valeurs fortes de cette culture, de ce creative ethos, de cette culture qui est portée par ces outils de plateforme, ces outils de logiciels sociaux, pardon. Alors forcément, lorsqu'on essaye d'intégrer ces outils au sein des organisations, dans le double fond de la boîte à outils, on fait aussi passer en contrebande un petit peu cette culture, une culture qui est très très forte. Et forcément, les organisations, quand elles vont voir arriver des outils de rupture, d'une part, qui sont alimentés par une culture très très forte, le système immunitaire des organisations va se mettre en marche. Il va dire pop, 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 pop. Et c'est assez intéressant parce que ce phénomène de résistance, on l'observe de manière décuplée dans les organisations françaises. Et c'est ce dont on va parler tout de suite. Les organisations françaises, ce que j'observe, du fait de mon expérience à l'étranger, etc., c'est qu'elle établit des obstacles bien plus virulents, bien plus forts à l'adoption de ces outils. Alors, le premier de ces obstacles, c'est le rapport passionnel au travail. Donc, il y a cette étude du World Value Survey qui montre que de tous les pays de l'OCDE, la France est celui dans lequel l'activité professionnelle joue le rôle le plus important pour les citoyens. C'est remarquable, hein. C'est pas numéro 2, c'est pas numéro 3, c'est numéro 1. C'est pas comme au foot. Et donc, c'est un écheveau de conséquences importants. Hein. La dimension statutaire de l'intitulé de poste, qui est extrêmement développée chez nous. Lorsque j'étais en Angleterre, lorsque je rencontrais quelqu'un, il me donnait 3 informations. Son prénom, la ville d'où il vient, le club de foot qu'il supporte. Lorsque je rencontrais un Français, la première chose qu'il me disait, c'était le nombre de personnes qu'il avait sous sa responsabilité. Voilà, donc ça, et ça c'est un formidable tue-l'amour pour l'innovation aussi, hein, cette fixation sur la dimension statutaire, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. L'autre point, c'est les distances hiérarchiques très fortes. Il y a un sociologue néerlandais qui s'appelle Geert Hofstede et qui a fait des études dans une organisation transnationale et qui a mesuré les distances hiérarchiques dans les différents pays. Il a observé qu'en France, on était super fort hein, pour bien maintenir des distances hiérarchiques très très fortes. Un autre point, c'est le besoin de protéger son emploi. Si forcément notre activité professionnelle définit si fortement notre individu, on va avoir d'autant plus peur de perdre cet emploi. Donc cette notion de protection d'emploi, et de manière un petit peu maladroite, qu'on corrèle un peu à ce que les Américains appellent la job security, cette réticence à partager l'information. Et puis enfin, la réticence à connaître ses erreurs. Si forcément mon travail me représente, je vais avoir beaucoup de mal à reconnaître mes erreurs. Hein. Catherine Schulz en parlait en début d'après-midi, c'était très intéressant. Donc premier point, une relation passionnelle au travail. Le deuxième, c'est la culture hiérarchique conflictuelle. Et là encore, on a une corrélation très intéressante par ce monsieur-là, qui est sociologue, Colin Crouch, qui montre qu'il y a une corrélation très importante entre les pays où le développement syndical au XIXe siècle a été tardif et les pays qui entretiennent aujourd'hui des relations hiérarchiques conflictuelles. Et là encore, on performe bien. Hein. Là, on est plutôt bon. Et c'est assez intéressant, en fait, cette corrélation. Toutes ces informations, c'est des informations dont je vais vous parler. Hein, c'est de l'ouvrage d'un universitaire français qui s'appelle Thomas Philippon, Le capitalisme d'héritier. C'est 120 pages, c'est 1h30 de lecture, c'est immensément éclairant. Je vous invite vraiment à le lire. Voilà, donc les conséquences, c'est la difficulté à mettre en œuvre la fluidité de l'information à travers les niveaux hiérarchiques. Et puis surtout, au niveau des équipes terrain, il y a l'identification de ces outils à des outils de surveillance, en fait. Hein. Il va essayer de voir ce que je fais. Tiens, il peut s'accrocher, je ne vais pas y aller sur ces outils. Troisième point, la société de défiance. Donc ça, c'est tiré d'un ouvrage de 2 économistes français, Pierre Cahuc et Yann Algan. Yann Algan était présent ici, à l'université du SI en 2009 ou 2010. Il a eu le prix du meilleur jeune économiste français en 2008, pour ses travaux justement sur cette société de défiance, où on explique qu'en France, plus que dans n'importe quel autre pays riche, on se méfie de ses concitoyens, de l'État, de ses voisins, etc. Et ça a un certain nombre de conséquences, hein, des conséquences assez importantes. Et alors nous, ici, on dit « ouais, mais attends, moi,
Moi, je suis hyper lucide comme mec. Je suis vachement pragmatique, tu vas pas me la faire. Hein. Sauf que, quand on regarde un petit peu les chiffres de plus près, ce qu'on observe, c'est qu'en France, on fait moins confiance à ses concitoyens qu'au Mexique, un pays où il y a 15 fois plus de morts violentes par an. Donc, là, on peut raisonnablement se poser la question, où s'arrête la lucidité, où commence la pathologie? Donc, les problèmes, c'est la difficulté pour mettre en œuvre une culture du partage et de la transparence dans les organisations. Quand on a cette spécificité, encore une fois, c'est vraiment hexagonal, hein, de la culture de la défiance. Et puis aussi une religion de la sécurité qui empêche moins des fuites vers la concurrence qu'une meilleure communication au sein des équipes. Je suis surpris que M. Mark Gugman, dans son excellente présentation de ce matin, n'a pas parlé du fait que lors du 11 septembre, s'ils avaient pu corréler les informations qu'ils avaient dans les différents groupes au niveau du FBI et de la CIA, ils seraient peut-être arrivés à la conclusion qu'il y avait des menaces terroristes. C'est ce qu'ils n'ont pas fait, hein, et donc on connaît les résultats. Donc il y a les deux aspects à voir au niveau de la sécurité. Quatrième point, la diabolisation de l'entreprise. Encore une spécificité très, très, très française. Hein, donc là, nos amis, les pays européens, lorsqu'ils sont mis ensemble, ils se sont dit, bon, les gars, on va se mettre d'accord sur le socle de compétences que doivent avoir nos étudiants quand ils rentrent à l'université, hein, au sortir du bac. Donc il y en a un certain nombre, il y en a 6, donc la traduction française est plutôt cohérente, sauf que la dernière, c'était entrepreneurship. Et là, les cadres de l'éducation nationale, ils ont dit, no way. Enfin, ils l'ont dit en français. Ça ne va pas être possible. Et donc c'était très intéressant, il y avait un reportage à la radio sur ce sujet-là. Oui, mais pourquoi? Vous comprenez, dans les autres pays, on met esprit d'entreprise. Pourquoi on n'a pas traduit esprit d'entreprise? Non, esprit d'entreprise, chez nous, c'est pas possible. On l'a changé par autonomie et initiative. Très bien. Et donc c'est quand même une preuve, hein, qu'au niveau stratégique, on a vraiment cette notion, cette réticence vis-à-vis de la dimension d'entrepreneurship. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, au niveau opérationnel, hein, je ne sais pas si vous avez vu le film Ressources humaines de Laurent Canté, qui, le plus simplement du monde, fait une magnifique analogie entre le monde de l'entreprise et la Shoah. Voilà. Ou Les Guignols, avec le personnage odieux donc, de Sylvester Stallone, qui montre cet aspect répugnant de la World Company. Donc c'est très rigolo, mais ça s'appelle de la propagande. Et donc le problème qu'on a aujourd'hui, c'est quand on arrive avec notre ère enfarinée, et vous allez voir, entreprise 2.0, c'est trop bien. Ouais, attends, l'entreprise 1.0, déjà, moi, j'en veux pas. Hein. Voilà, donc c'est pas simple. Et là encore, on est sur du spécifique hexagonal. Hein. C'est vraiment inscrit dans notre culture. Le dernier point, la centralisation de l'information. Alors, ce qui est très intéressant, ce que j'observe, alors peut-être que je me trompe, c'est possible. Hein. D'ailleurs, probablement que je me trompe. J'ai vu Catherine Schulz, hein, donc je me trompe probablement. Cependant, j'ai tendance à dresser quelques parallèles entre, d'une part, le monde de l'entreprise, l'organisation hiérarchique pour laquelle ce type d'outil, vous savez, le many-to-many, on va attendre un peu. Hein. Et puis la sphère publique avec les intellectuels. Et il y a une analogie qui est assez intéressante, où on voit des gens comme Alain Finkielkraut, Alain Gérard Slama, Dominique Volton, Luc Ferry, non, Wikipédia, moi je ne veux pas entendre parler, qui c'est qui a vérifié ces informations, moi je ne suis pas du tout en ligne avec ce genre de choses. Il y avait une discussion très intéressante sur France Culture, vous pouvez la voir sur Internet, un entretien très intéressant entre Luc Ferry et Jérémy Rifkin, qui va vous donner une très très bonne idée enfin, de où se placent nos intellectuels par rapport à ce type d'outils et par rapport à cette notion de pouvoir distribuer et de savoir distribuer. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on a des vecteurs de fluidification sociale qui prônent la simplicité et le pragmatisme, qui sont l'incarnation du progrès technologique, et bien tout ça, c'est vécu comme une menace hein, pour nos élites, dans la société publique, mais aussi dans les organisations. Donc il y a vraiment une belle analogie dans les deux points. Et les problèmes, donc, c'est les discrédits de canaux d'information non institutionnels. Par exemple, Luc Ferry, ça l'énerve qu'il y ait une blogueuse de 14 ans qui soit une des personnes les plus connues du monde de la mode. Hein, ma fille adore son blog, elle y va tout le temps, et ça le rend complètement fou. Et puis aussi la réticence à échanger de pair à pair en raison d'une distance hiérarchique donc très importante. Toutes ces personnes-là, ils sont passées par un certain nombre de sacrifices pour arriver à ces niveaux-là, et d'un seul coup, ils voient qu'il y a des gens qui passent par à côté, quoi. Ils passent par la fenêtre, et ça, forcément, ça crée quelques problèmes. Donc, en synthèse, qu'est-ce que j'ai voulu vous dire? On se retrouve avec des outils qui sont des outils de rupture, pour lesquels on affronte un certain nombre d'obstacles, le rapport passionnel au travail,
la tradition de la relation hiérarchie conflictuelle, société de défiance, la diabolisation de l'entreprise, la centralisation de l'information, et que cette culture des outils, elle a du mal à passer dans l'organisation parce qu'elle, à l'opposé, elle propose ces valeurs-là, la méritocratie, du pragmatisme, de la simplicité, de la transparence et cet esprit d'entreprise. Et en partant de ce constat, je vous propose les conclusions suivantes. Donc la première, c'est qu'on vit dans la société de la connaissance. Dans les pays occidentaux, la connaissance est la première source de richesse. Lorsqu'on l'applique aux tâches qu'on connaît déjà, ça devient la productivité. Lorsqu'on l'applique aux tâches qui sont nouvelles, ça devient l'innovation. C'est pas moi qui l'ai dit, j'aurais aimé. C'est Peter Drucker qui a défini le travailleur du savoir dès 1959. Et les trois conclusions sont les suivantes. Dans l'économie de la connaissance, on a des outils qui ont montré leur efficacité pour créer de la richesse dans cette société-là. Des projets tels que le monde de l'open source, dont les détracteurs d'Internet ne parlent jamais, ou des projets tels que Wikipédia. Donc ça, c'est la première observation. Ces outils ont vraiment contribué à l'élaboration de ces projets et en générer de la richesse. Le deuxième point, c'est qu'on a une vision un petit peu acculturelle au niveau des entreprises françaises, qui est de dire, on parle de technologie, il n'y a pas vraiment de notion culturelle à prendre en compte. Je pense que ce n'est pas totalement vrai. Et je pense qu'au contraire, on sous-estime l'influence de ces spécificités culturelles dans la défiance à l'égard de ces outils. Et le troisième point, c'est qu'on nous dit toujours, oui mais attention, moi si j'intègre de ce type d'outils un peu de rupture au sein de mon organisation, il y a un vrai risque. Comment je vais maîtriser ma chaîne de décision, comment je vais maîtriser ma communication. C'est vrai qu'il y a un risque, mais les risques, ça se gère. Et ce risque, il est à contrebalancer avec un autre risque, celui de la non-adoption. Qu'est-ce qui va se passer si on n'adopte pas ces outils de rupture ? Il y a quelqu'un qui s'appelle Clayton Christensen qui a écrit un livre admirable à ce sujet, ça s'appelle le dilemme le dilemme d'innovateur, où il explique qu'une entreprise peut très bien faire tout ce qu'il faut, avoir une très bonne gestion, en intégrant de manière graduelle les innovations incrémentales, et puis s'effondrer et disparaître parce qu'elle n'a pas su prendre en compte les innovations de rupture. Je pense que c'est une vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui, au-delà du fait qu'en effet, ces outils présentent un certain nombre de risques et de défis lors de leur intégration. Voilà, on a tout un tas de success stories sur l'utilisation de ces outils. Mais je vais vous inviter à venir voir tout à l'heure Laurence Barthes de Dassault qui va vous présenter un petit peu ce qu'ils ont fait au sein de leur organisation. Et je vous remercie de votre attention.